Bonsoir, vous êtes l'ancien ministre de la Santé qui était d'ailleurs juste avant Aurélien Rousseau. On a pris sa démission il y a quelques jours. Vous étiez en poste jusqu'en juillet dernier. On va évidemment, je vois que vous êtes en tenue, en blouse, parler de l'état du système de santé avec les soignants plus que jamais sur le pont, le risque de saturation. Mais d'abord, évidemment, je m'adresse à l'ancien ministre de la Santé pour parler un petit peu politique avec vous. Après le vote d'une loi immigration jugée trop à droite, votre successeur, je le disais, a jeté l'éponge en démissionnant. Vous auriez fait pareil, vous ? La question ne se pose pas, puisque je ne suis pas ministre, je ne suis plus ministre à ce moment-là. Vous vous êtes forcément posé la question. Par rapport à ce qu'a fait Aurélien Rousseau, c'est qu'une personne qui reste fidèle à ses convictions mérite de toute façon le respect. Et je crois que Aurélien est resté fidèle à ses convictions. Vous l'avez parlé depuis ces derniers jours, ces dernières heures ? Nous avons échangé par texto, parce que je pense que pour avoir connu ce départ du ministère, c'est une période qui est compliquée et je respecte le choix qu'il fait d'être un petit peu isolé pour l'instant. Alors François Braun, je le disais, vous êtes vous médecin urgentiste. Je voudrais qu'on évoque également cette actualité qui est à la fois médicale et politique, on va le dire comme ça, puisqu'après la demande des Républicains, le gouvernement s'est désormais engagé à revoir le fonctionnement de l'AME. On rappelle l'aide médicale d'État à la rentrée, cette AME qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Ça vous choque qu'on revienne potentiellement sur ça ? Non, je trouve que c'est très bien qu'il y ait un débat sur le sujet, parce que dans ce que j'entends, il y a beaucoup de confusion entre cette aide médicale d'État et les soins donnés aux étrangers. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'entends parler de réseaux, de gens qui viennent pour se faire soigner en France. C'est finalement pas trop dans le cadre de l'aide médicale d'État. Nous avons connu ça dans l'Est de la France en ce qui concerne les dialyses pour les insuffisants rénaux. C'était des gens qui n'étaient pas sous l'aide médicale d'État, mais qui étaient plutôt sous des visas touristiques. Donc il y a des choses, et le rapport qui a été fait à la demande de la Première ministre apporte quelques éléments complémentaires qui, je pense, seront intéressants. Il y a une discussion à avoir. Mais bien sûr, l'aide médicale d'État, comme on l'entend, est quelque chose d'essentiel en termes de santé publique. Et je crois que Agnès Buzyn l'a dit sur votre antenne, pour protéger aussi l'hôpital, qui est déjà en difficulté, et éviter que des pathologies bénignes qui, faute de traitement, en tout cas peu graves au départ, qui, faute de traitement, s'aggravent et viennent échouer, entre guillemets, à l'hôpital. Mais si je reparle aux médecins, vous qui êtes dans le concret désormais de nouveau, vous avez passé votre vie dans cet univers hospitalier, vous y êtes encore aujourd'hui, même ce soir. Si on vous dit que l'AME est réformée et que finalement ces étrangers en situation irrégulière n'ont plus accès potentiellement plus tard à ces soins, ça vous choque ? Oui, je continuerai en ce qui me concerne à soigner toute personne qui se présentera. On n'est pas dans notre système de santé à demander les papiers d'identité, à demander la carte vitale ou la carte bleue avant même de soigner les gens, a fortiori dans les situations d'urgence. J'imagine que vous faites notamment référence à ce serment d'Hippocrate qui a été effectué par les médecins à la fin de leurs études. Nous a rejoint le plateau Robert Sebag, bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Même question, vous, ce débat sur l'AME qui n'en finit pas, ce gouvernement qui dit on va changer les choses sans forcément les changer, vous en pensez quoi ? Ne demandez pas à l'infectiologue que je suis la moindre réforme sur l'AME. Dans le service de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, c'était le sida, c'est les tuberculoses. Et vous vous rendez compte le risque aussi vis-à-vis de la population. Je veux dire, vous avez une personne qui est tuberculeuse, si elle n'est pas soignée... Il y a un enjeu de santé publique derrière. Il y a un enjeu de santé publique. Et puis le rapport de M. Stefanini et l'ancien ministre Claude Évin a montré que ce n'était pas du tout un appel d'air. On peut modifier à la base. Et encore, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas toucher. Et moi, je suis très très fier que mon pays, si vous voulez, puisse répondre à ce genre de pathologie. François Braun, je reparle quelques instants politique avec vous, mais promis, on va aussi très rapidement parler évidemment de la situation de l'hôpital et du système de santé en général. Mais je voulais évidemment revenir sur cette crise politique, tout de même. Crise politique après cette loi immigration, avec cette majorité plus que jamais divisée. Un quart quand même des députés Renaissance qui a voté contre ce texte immigration. C'est la fin du macronisme pour vous ? Le macronisme, et là vous posez une question à quelqu'un qui est réputé ne pas être politique et ne pas imprimer, si j'ai bien entendu les différents commentaires. Non, je pense qu'il y a une volonté de regrouper des personnalités qui ont des tendances, on pourrait dire plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite. Mais ça marche encore, ça ? Oui, je suis persuadé que ça fonctionne. Vous savez, dans mon
mon passage comme ministre, j'ai beaucoup été sur le terrain, et en particulier dans le cadre des conseils nationaux de la refondation en santé, dont on a dit beaucoup de mal, et dans lesquels, au contraire, j'ai vu des gens de tout horizon politique pouvoir travailler ensemble et avancer dans des idées. J'ai moi-même eu des discussions extrêmement intéressantes avec des membres de l'arc républicain qui n'étaient pas forcément macronistes, comme vous dites. Et je pense que nous pouvons, sur des sujets aussi essentiels que la réforme de notre système de santé, avoir des accords et poursuivre un chemin en commun. Alors Philippe Bessel nous a rejoint également à distance. Bonsoir, vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Parce qu'on voulait évidemment vous poser une question concernant cette information qui nous est arrivée aujourd'hui. La nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo, visée par une enquête judiciaire pour avoir reçu des cadeaux sans les déclarer des laboratoires Urgo pour une valeur estimée à 20 000 €. Elle doit démissionner pour vous ? Il y a toujours la présomption d'innocence, vous savez, dans ce pays, c'est important. Et il faut voir ce qu'elle a fait réellement. Effectivement, si jamais elle reconnaît avoir donc fait cette faute d'avoir des cadeaux par un laboratoire pharmaceutique en connaissance de cause, il faudra qu'elle se consacre à sa défense, c'est certain. Mais on est un peu tôt pour le dire. Elle a exprimé le fait qu'elle allait répondre à la justice en tout début janvier. On va lui laisser le bénéfice des faits pour ça. Et après, les choses se passeront évidemment normalement. C'est ce que j'imagine en tout cas. François Braun, j'imagine même réaction de votre côté. C'est le temps de l'enquête judiciaire pour l'instant ? Oui, enquête judiciaire. Et je suis sûr que Agnès Firmin-Le Bodo agira en toute conscience. Et Philippe Bessel, pour bien qu'on comprenne, ça peut surprendre, hein, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent ce soir, ce genre de cadeaux qui sont reçus, c'est une pratique courante ? Non, c'est pas une pratique courante. La loi anti-cadeau a été étendue aux pharmaciens par les lois Bertrand sur la transparence, c'est ce qu'on appelait le Sunshine Act à la française. Il faut comprendre que la différence entre un pharmacien et un médecin sur cette problématique, c'est que le pharmacien, son rôle dans la société, c'est d'acheter et de vendre des médicaments et d'autres d'avoir un rapport quotidien avec l'industrie pharmaceutique avec qui nous avons des rapports commerciaux. Mais tout ça, c'est très encadré. C'est encadré par des textes, une espèce de charte de bonne pratique. Et autant la pharmacie, la personne morale, a le droit et même le devoir d'acheter au mieux les médicaments et les produits de santé, autant le pharmacien, la personne physique, lui, il lui est interdit de recevoir des avantages. Et donc, il ne faut pas faire ce mélange. Visiblement, j'ai des confrères qui l'ont fait, pas que Agnès Firmin-Le-Bodo, beaucoup d'autres l'ont fait. Et donc, comme c'est une faute, eh bien, ils sont rattrapés par la patrouille et ils doivent assumer, et ils doivent en payer le prix, payer des amendes, voilà. Allez, j'en viens à la situation, je vous le disais, à l'hôpital, alors que ces fêtes de fin d'année commencent un peu officiellement ce soir avec le début des vacances scolaires notamment. François Braun, on vous voit, donc je vous le disais, hein, dans votre hôpital à l'heure où on se parle. Quel est le niveau, vous, de saturation potentielle? Je le rappelle, épidémie de grippe, notamment dans l'Est de la France, bronchiolite au niveau rouge partout dans l'Hexagone, et Covid-19 plus que jamais à surveiller. La situation est tendue, comme elle est toujours tendue à cette époque, avec effectivement les épidémies hivernales, et puis des professionnels aussi qui ont le droit de profiter des fêtes de fin d'année en famille, que ce soit en ville comme à l'hôpital d'ailleurs. Donc oui, la situation est tendue, mais je crois qu'il faut aussi dire que la situation s'améliore. Elle s'améliore progressivement. Vous savez, on ne règle pas tout d'une baguette magique, hein. J'ai eu l'occasion de le dire. On peut constater que certes l'épidémie de bronchiolite est là, mais avec la vaccination, avec tout ce que nous avons mis en place l'hiver dernier, eh bien, il est moins intense. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de saturation des réanimations comme nous avons pu le connaître. Les services d'urgence sont en forte activité, là aussi avec les mesures prises pendant l'été 2022 et cette nécessité, entre guillemets, d'appeler le service d'accès aux soins par le 15 avant de vous rendre vers un service d'urgence. Eh bien, ce sont des services d'urgence qui, en moyenne, ont une diminution de 10% de leur fréquentation, de gens qui sont pris en charge ailleurs, plutôt par la médecine générale en ville. Et donc, ça atténue là aussi cette pression. Nous sommes dans la voie, vous écoutez François Braun, il voulait réagir. Non, mais je suis sûr que mon cher confrère va être en accord avec moi. Je veux dire, on est avant les fêtes, on est en début d'épidémie de grippe. Elle va se continuer pendant les vacances et certainement à la rentrée. On est au début en fait là. Oui, c'est la pré-épidémie, ce qu'on appelle un petit peu souvent avant Noël et que ça se continue et ça peut s'exacerber en janvier. Je répète, il y a un vaccin.
On a un vaccin contre la grippe, on est en déficit de vaccination. On a combien là à peu près? Pardon? On a combien? Vous dites on est en déficit. Autour de 600 000, par rapport à l'année dernière, il y a 600 000 vaccinations en moins. Je m'aperçois que dans les EHPAD, par exemple, et on sait que les personnes âgées sont plus vulnérables à la grippe, il y a un taux de vaccination qui n'est pas suffisant. Même le personnel soignant, vous voyez, je ne parle pas, bon, moi je suis vacciné, mais on s'aperçoit que même des gens qui sont à l'hôpital ne sont pas vaccinés. Le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire. On va pas revenir sur la polémique concernant le Covid-19, mais déjà, on a une protection. La deuxième, sur les personnes âgées avec des comorbidités, ce Covid circule toujours. On en voit énormément. Autour de vous, vous pouvez questionner. Oui, parce qu'on en parle moins, c'est vrai, même dans les médias. Il n'y a pas de forme grave, l'immunité collective joue un rôle, mais chez les personnes âgées avec des comorbidités, je veux dire, les risques sont importants. Puis la dernière recommandation, c'est les gens qui sont un petit peu enrhumés, qui ont le nez qui coule, qui toussent, quand ils sont en collectivité ou avec des personnes âgées, qu'ils portent un masque. Pas pour le masque systématique, mais ce sont des mesures, si vous voulez, avant les vacances, qui me paraissent importantes à déclarer. Et puis pour la bronchiolite, effectivement, la bronchiolite, tout le territoire est touché. On a la chance, alors je sais qu'il y a des problèmes de rupture d'approvisionnement, il y a un nouveau, pas réellement un vaccin, c'est un anticorps monoclonal qui est extrêmement efficace pour les nourrissons. Et j'espère qu'on va en avoir rapidement parce que ça peut nous protéger contre cette maladie. On se pose une question également, François Braun, ce soir. Quand on regarde un petit peu la frise chronologique des différents ministres de la Santé qui se sont succédés, on se rend compte qu'en 2 ans, il y en a eu 4. Et tout à l'heure, sur notre plateau, Agnès Buzyn, qui était avant vous à ce poste de ministre de la Santé, elle disait mais en fait, quand on a Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau et maintenant Agnès Firmin-Lebaudot, finalement, le dossier, il n'est pas forcément suivi et la personne qui incarne n'est pas forcément la même et ça peut avoir des conséquences sur un ralentissement des réformes de santé. Oui, alors je crois qu'effectivement, il y a la personne qui incarne, mais il y a surtout, et je tiens à rassurer tout le monde, la continuité de l'État sur ces sujets extrêmement importants. Je prends un exemple très simple pour vous témoigner de cette continuité de l'État, quels que soient les ministres. Agnès Buzyn était avec vous tout à l'heure, c'est elle qui a lancé le principe du SAS, ce fameux service d'accès aux soins, avec un médecin au téléphone. Alors, si c'est le SAMU, c'est un médecin urgentiste, sinon c'est un médecin généraliste qui permet de vous orienter dans le système de santé. Eh bien, ce SAS a été mis en place par Agnès Buzyn, prolongé par Brigitte Bourguignon. J'ai mis une phase d'accélération en demandant qu'il y en ait un dans chaque département là, en cette fin d'année. Aurélien Rousseau a prolongé cette accélération. Donc, vous voyez que sur des sujets... c'est un sujet parmi d'autres, mais il y a une continuité de l'État. Ce qui est important, c'est pas la personne, c'est d'avoir finalement de ça contribue quand même, évidemment, de fait. Non, mais c'est de partager la vision de ce que l'on veut faire, de cette réforme que l'on veut faire du système de santé, vision bien entendu qui doit être cohérente avec celle du président de la République. Et je sais, en ce qui concerne Aurélien Rousseau, pour le connaître depuis longtemps, que nous avions la même vision de l'évolution de notre système de santé, car il faut le réformer, et il faut le réformer vite. Oui, Robert Sebag, on a dit 4 ministres en 2 ans, mais c'est même 6 en 7 ans. Monsieur Braun, vous êtes un urgentiste et vous savez que notre pays souffre au niveau des urgences. On a un véritable problème au niveau des urgences. Alors moi, je me souviens, faisant des remplacements à la fin de mes études, à l'époque, on tournait, si vous voulez, moi j'étais à Toulouse, on tournait en termes de garde, et je faisais des gardes de nuit. Aujourd'hui, les médecins généralistes, même s'il en manque, ne font plus de garde de nuit. La garde de nuit, elle est rémunérée autour de 65 à 100, des visites de nuit. Et donc, ça désenclaverait un petit peu les urgences, parce que les gens n'ayant plus de médecins, il n'y a pas du SOS médecin partout, les gens n'ayant plus leur médecin qui puisse visiter, d'avoir un médecin qui visite la nuit, il permettrait de traiter une douleur. Et quand on n'a pas de médecin, on va directement aux urgences. Parfois pour des formes graves, mais souvent pour des formes... Et ça embouteille évidemment pour les urgences graves, entre guillemets. Oui, je crois que sur ce sujet... On a un vrai problème là-dessus, Monsieur Braun. Vous me lancez sur les urgences, donc c'est forcément un sujet que je connais. Je fais exprès. Je suis revenu. Je crois que là aussi, il faut faire attention à des analyses... je ne vais pas dire superficielles, mais trop rapides. La problématique des services d'urgence, elle est double. Il y a effectivement l'amont, ce que vous dites, c'est-à-dire les gens qui viennent aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs ou parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. À cet amont, le service d'accès aux soins apporte une réponse efficace, je vous le disais, moins 10% de fréquentation, moins 30% sur certains endroits. Et il faut dire aussi clairement que la médecine générale s'organise, et de mieux en mieux, au moins pour assurer une permanence jusqu'à minuit. Là, l'urgentiste que je suis vous dit qu'entre minuit et 7 heures du matin, quand les gens ont un problème de santé, c'est soit du conseil médical parce que c'est pas bien grave, soit il faut vraiment aller à l'hôpital.
Donc cette permanence entre minuit, à part dans certains secteurs, est pas forcément indispensable. Mais le problème des urgences, il est aussi par la déstabilisation de l'intérieur de l'hôpital. Ceux qui bloquent dans les urgences, ce sont des gens qu'on n'arrive pas à hospitaliser parce qu'on manque de lits disponibles. Il n'y a pas de lits en amont. On manque pas de lits en nombre, aval, mais de lits disponibles. Et on manque de lits disponibles parce qu'on manque de personnel et qu'on ne peut pas ouvrir des lits. Monsieur Braun, je me mets à la place des gens qui nous regardent, ils se disent peut-être, mais vous avez été ministre, vous faites des critiques aujourd'hui, mais vous avez été également, vous, en poste très important. Je n'ai pas fait que des critiques sur l'ensemble de ces actions, et ça date de cette fameuse mission Flash de 2022. Des mesures ont été prises, 41 mesures qui sont efficaces. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai appris, au moins en étant ministre, c'est qu'on a un conflit de temporalité, si je peux m'exprimer ainsi, entre les décisions qu'on prend sur la santé et leur efficacité réelle sur le terrain. Le système de santé, c'est une énorme machine, tout le monde est d'accord, comme quoi il faut la réformer, mais les réformes, malheureusement, prennent du temps. Ça va pas assez vite, en fait. Mais ça ne va pas assez vite parce que ça peut difficilement aller plus vite. Alors, nous avons donc mis en place des solutions, le partage des compétences avec d'autres professionnels de santé. Monsieur Besset est là, la possibilité pour les pharmaciens de prescrire et de vacciner. On met des choses en place, mais la rentabilité n'est pas immédiate. Et je comprends l'ensemble de nos concitoyens qui se disent, mais on dit plein de choses, mais ça n'avance pas. Ça avance peut-être pas assez vite, il faut certainement accélérer encore, mais en tout cas, nous avons entamé cette réforme du système de santé. Monsieur Braun, je me permets, quand je vois les étudiants à l'université, les futurs médecins, mais ils ne seront pas tous futurs médecins parce que beaucoup ne veulent pas s'installer. Il y a une perte de l'attractivité de notre profession, de la profession médicale. Ça qui me fait un petit peu peur, moi, quand je parle à beaucoup de jeunes qui sont en 4e, 5e année de médecine et qui disent non, moi je ne vais pas m'installer, je vais faire ceci, cela. Merci Robert Sebag. Voilà, pardon. Pas de problème. C'est bien pour cela qu'il faut mettre en place des autres modes d'exercice. Vous savez, la société a changé dans tous les métiers, dans les métiers de la santé. Merci François Braun. Et les jeunes aspirent à une activité libérale et peut-être hospitalière ou salariée en même temps. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Peut-être une dernière question, François Braun, parce que c'est vrai que vous aviez été assez rare pendant ces derniers mois dans les médias. Comment est-ce que vous avez vécu la fin de votre poste, vous, en tant que ministre de la Santé? Ça s'est fait, donc je le rappelle, en juillet. Comment s'est passé l'après, le moment où vous l'avez appris? J'ai pris du repos. J'ai été faire de la randonnée dans les Alpes. D'accord. Et je me suis un peu occupé de ma famille et de mes amis que j'ai pas vus pendant 1 an. Et maintenant, je suis revenu à l'hôpital parce que la politique, c'est fini pour vous? C'est terminé? La politique, c'est derrière vous? Je pense que c'est jamais totalement derrière. J'ai toujours envie de m'investir pour faire évoluer notre système de santé. Eh ben merci à tous d'avoir été avec nous. On rappelle évidemment plus que jamais la prévention à l'approche de ces fêtes. C'est très important.